Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission! Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio pour encore 30 minutes de foot tous ensemble. Merci beaucoup d'être là. Écoutez, ce soir on va... Bonsoir Cotonou, Forza Mourinho, effectivement. Ce soir on va pouvoir parler un petit peu d'Europa League, un petit peu de Benzema, et enfin on va terminer sur Tudor. Beaucoup de départs ce soir, donc on va pouvoir un petit peu débriefer ces 3 petits points. Et puis on va commencer directement par l'Europa League. Hier soir, finale d'Europa League entre la Roma et le FC Séville. Et puis c'était un match, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, je ne sais pas si vous voulez regarder, mais c'est sûr que déjà si je dois évaluer ce match en général, c'était pas le sommet technique que de l'année, c'est clair. En revanche, en termes d'intensité, en termes de tactique aussi, parce que c'est deux équipes qui se sont répondues coup pour coup au niveau tactique, c'était un super match et effectivement une intensité assez folle dans les contacts, dans les duels, dans la capacité, pas la capacité, mais la volonté des joueurs à gagner, à s'imposer, à mettre la pression à l'autre. La première mi-temps était assez incroyable de part et d'autre. Alors même si la Roma a dominé cette première mi-temps, le FC Séville en fin de première mi-temps a vraiment très très bien réagi. Et c'est vrai qu'il fallait être réveillé quand vous étiez sur le terrain parce que la pression était très 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 rapide sur vous. Donc c'est clair que si vous essayiez pendant 45 minutes de jouer en plus de 2 touches de balle, c'était pas possible, vous perdiez la balle. Il fallait savoir ce que vous alliez faire avant de recevoir la balle parce que sinon c'était pas possible tout simplement. Donc voilà. Alors au Cotonou, Séville avait plus le pied sur le ballon en deuxième période. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a eu des remplacements qui ont fait en sorte que le match a évolué en deuxième période. Je pense d'ailleurs que je pense que c'est ça qui a fait en sorte que la Roma perde cette finale. Je pense que si la Roma avait réagi plus rapidement, si Mourinho avait réagi plus rapidement dans ses remplacements, il aurait certainement pu continuer à mettre la pression sur le FC Séville et pas les laisser développer leur jeu. Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui ont pris des cartons jaunes à la Roma, ce qui fait qu'ils ne pouvaient plus mettre le pied comme en première mi-temps. Et puis physiquement aussi, ils ont baissé parce que l'intensité qu'ils ont mis en première mi-temps était complètement dingue. Donc effectivement, ça a pénalisé l'AS Roma en deuxième période et Mourinho, je trouve, n'a pas réagi suffisamment vite. L'entrée de Wijnaldum a été un petit peu famélique et je pense qu'il fait rentrer Bové beaucoup trop tard. Vraiment, il fait sortir Matic beaucoup trop tard, je pense. Bové, c'est vraiment, pour moi, en tous les cas, un très très bon joueur, jeune joueur, très très jeune. Mais même Mourinho en dit le plus grand bien. Mais c'est clair que c'est un super joueur et qui amène énormément d'allant, de densité physique et tout. C'est pas José Bové, non. Nous dit au Cotonou, c'est Bové, tout court. Son nom de famille. Après, son prénom, je me souviens plus, je crois que c'est Mattia, non ? Un truc dans le genre. Mais en tous les cas, voilà, c'est un très jeune joueur italien. C'est encore un attaquant qui va faire... un milieu de terrain qui va densifier encore le milieu de l'équipe d'Italie. Si je prends les choses un petit peu plus avec un petit peu plus de recul, c'est clair que Tonali, Barella, Bové, Fagioli, Miretti de la Juve, ça augure d'un fond de jeu, d'un milieu de terrain à la Juve, dans l'équipe d'Italie, donc la Nazionale, de très très haut niveau pendant de nombreuses années, parce qu'ils sont tous très très jeunes. Barella peut-être un petit peu moins, mais tous les autres très très jeunes, et franchement ça va changer de Verratti, Jorginho. J'ai rien contre eux, mais c'est pas non plus voilà.
c'est pas le summum. Hein. Donc voilà, beaucoup plus de dynamisme et de physicalité, de technicité aussi. Il leur faudra un attaquant de pointe, les Italiens, dit Tonuccio. Oui, ça c'est clair. C'est clair, mais peut-être qu'ils l'ont trouvé avec Colombo. Hein. Colombo, il a marqué le penalty décisif là, à la 109e minute pour Lecce pour qu'il se qualifie. Ils se maintiennent, pardon. Colombo, c'est un très bon attaquant du Milan, hein, qui appartient à Milan, qui a été formé au Milan. C'est un super bon attaquant, très très jeune, qui a fait une très bonne saison avec Lecce. C'est peut-être l'attaquant du futur en Italie. Alors même si, très clairement, Colombo, c'est pas Erling Haaland, hein. Mais au moins avoir un neuf qui tient la route, ça suffit en fait. Hein. Regardez la France qu'elle a fait avec Giroud, en fait. Hein. Giroud est un très bon neuf. On peut pas considérer que c'est le top mondial non plus. Donc voilà, ça suffit quand vous avez une équipe cohérente autour, voire même talentueuse. Avoir un neuf qui est un bon neuf suffit. Vous n'avez pas besoin d'avoir Ronaldo. Donc voilà, R9, bien sûr. Revenons à la finale d'Europa League. Le FC Séville n'a pas été brillantissime, j'ai trouvé. Moi, ce qui m'a vraiment déçu, et donc il y a deux choses qui, pour moi, ont vraiment pénalisé la Roma. Je trouve que le début de match de la Roma est fantastique, vraiment. Ils ont mis tout ce qu'il fallait pour perturber le FC Séville, la pression, la verticalité, le dynamisme, etc., l'envie, bref, tout ce qu'il fallait, tous les ingrédients étaient là. Mais il y a deux choses qui ont pénalisé la Roma. C'est déjà d'une, trop de contestations, trop de cartons jaunes pour rien. Hein. Cristante a pris un carton jaune. Il y a énormément de gens. Il y a 2 milieux sur 3 qui ont pris un carton jaune, dont Matic par exemple aussi. Donc c'était très compliqué de continuer à avoir cette pression. D'ailleurs, c'est 2 milieux sur 4. Hein. C'était un 4-4-2. Enfin, même si c'est pas vraiment des milieux les 4, mais... Donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué pour le milieu de terrain de l'AS Roma. Et c'est vrai aussi que il faut dire aussi que à partir de la 40e, quand vous commencez à balancer des ballons, ça veut dire que vous n'avez plus aucune ambition. Alors que vous avez montré dans les 45 premières minutes que vous aviez la capacité de les mettre en difficulté, en fait, à la 40e minute, ça s'arrête. Terminé, l'AS Roma décide de ne plus jouer. Et ce qui est bizarre, c'est que, ok, ils ne jouent plus, mais c'est quand même eux qui ont le plus d'occasions très très franches sur le but de Yacine Bounou. Yacine Bounou, d'ailleurs, probablement, il y a deux choses qui ont fait gagner la Roma. Le FC Séville, c'est Bounou. Alors, au-delà des pénaltys, hein, déjà il les laisse dans le match, hein, parce que la reprise de Belotti, l'arrêt sur Tammy Abraham, etc. Enfin, il y a eu la frappe de Spinazzola en première mi-temps, hein, où ils auraient pu mener 2-0 à ce moment-là. Elle était trop axiale, mais il est toujours là. Et puis après, très clairement, il gagne la séance de tir au but en faisant exactement ce qu'il faut. Sans être trop trash et sans être passif, on va dire, il s'est mis au milieu de Emiliano Martinez et Hugo Lloris, hein, il s'est mis à peu près entre les deux, et c'était très très bien, c'est-à-dire qu'il a influencé l'attaquant, mais sans être irrévérencieux, on va dire même limite anti-jeu, comme Emiliano Martinez. Donc effectivement, voilà, c'était vraiment top. Yacine Bounou vraiment a fait un match incroyable. Et c'est ça qui est bizarre, c'est que la Roma s'est complètement arrêtée de jouer, mais a eu énormément d'occasions, enfin énormément, non, en tous les cas le plus d'occasions, hein, donc de toute la... Oui, alors, excusez-moi, je fais une petite parenthèse, parce que je parlais d'Emiliano Martinez, et en l'occurrence, effectivement, c'est encore Montiel qui met le penalty de la victoire, hein, donc il a mis le penalty de la victoire en Coupe du Monde contre la France, et il met le penalty de la victoire hier soir pour le FC Séville en finale. Donc, effectivement, lui, c'est bien de le mettre 5e tireur. Enfin, là, en l'occurrence, je crois qu'il était 4e, mais en tous les cas, vers la fin, c'est toujours bien. Donc, voilà. Oui, donc je disais c'est très compliqué, alors que la Roma avait la capacité de vraiment bousculer ce FC Séville s'il continuait à amener de la densité physique. C'est vrai qu'aussi les entrées de Zalewski,
de Beauvais, tout ça. Je trouve que les changements de Mourinho ont été trop tardifs. Je pense que ça aurait pu changer les choses beaucoup plus tôt. Après son coup tactique, enfin c'est même pas un coup tactique, c'était son bluff de Dybala, c'est-à-dire Dybala jouera pas, il est dans une forme nanana et tout, et puis finalement il est sur le terrain. Ça a bien marché, hein, très clairement, parce qu'il a marqué. Et puis du côté de la Roma, je pense que Mancini, hein, il est dans tous les mauvais coups. Il rate son penalty, il marque le CSC, il prend des cartons jaunes très rapidement, ce qui fait qu'il peut de moins en moins intervenir sur les attaquants adverses. Et Mancini, déjà pour moi, c'est pas un bon défenseur central, même si il est physique, il a un bon jeu de tête. Et il a une bonne relance, une pas mauvaise relance, d'ailleurs on l'a vu hein, sur la passe qu'il fait à Dybala, c'est lui qui fait une relance profonde, passe en profondeur très très bien dosée, etc. Donc il a tout ça, mais il a aucune intelligence de jeu. Mancini est, enfin, et d'ailleurs, très honnêtement, hein, alors, je ne le connais pas, je n'ai jamais parlé avec lui de ma vie, mais on voit dans le fond de son œil que quand même, il n'y a pas que dans le football qui est pas très très brillant. Donc voilà, je l'ai vu avoir des réactions par rapport à ses coéquipiers hein, ou les joueurs adverses, vraiment bizarres. Je pense que Mancini est un joueur qui a des qualités techniques, physiques, mais qui n'a aucune intelligence de jeu. Et je n'irai pas plus loin parce que je ne le connais pas dans la vie privée, mais voilà, j'ai des doutes sur le reste aussi. Donc finalement, hier, c'est lui qui fait perdre le match, quasi à lui tout seul, hein, avec pour moi les deux responsables, c'est Mancini et José Mourinho. Voilà. Après, Mourinho a fait gagner énormément de finales, dont une finale à la Roma, donc on peut pas non plus le critiquer complètement. Mais c'est vrai que c'est là hier, je trouve qu'il s'est raté. Il s'est raté et il est tombé sur les maîtres de l'Europa League. Hein. Donc voilà, c'est assez fou. Mais je pense que l'expérience, donc Bounou, vraiment, c'est le joueur du match pour moi. L'expérience de Rakitic et de Jesus Navas, ça fait quand même vraiment la différence. Hein. C'est des gens qui ont gagné énormément d'Europa League déjà, enfin énormément, 3 maintenant, d'Europa League avec Séville, qui sont passés par des très grands clubs comme Manchester City, le Barça, etc. Voilà, c'est clair que ça a joué en faveur du FC Séville et l'AS Roma avait un plan A, n'avait pas de plan B et en deuxième mi-temps il aurait fallu avoir un plan B parce que les changements de Mendilibar ont vraiment fait la différence et il n'y avait aucun plan B pour la Roma, donc c'est vraiment dommage. Moi j'en veux un petit peu à Mourinho parce que je pense très clairement que déjà d'une, cette Roma peut jouer. Il faut arrêter que Mourinho nous explique tous que c'est impossible avec cet effectif, etc. Ils ont les joueurs pour jouer au football. Il faut arrêter. On peut pas jouer le catenaccio de l'Inter de Helenio Herrera de 1969 comme toute ta vie, quoi. Enfin, c'est pas possible, tu vois. Je pense que là, tu as des joueurs qui savent jouer au foot. Hein. Faut pas hésiter à avoir de l'ambition offensive, se projeter. Des fois, sur les comptes, je les voyais, et avec les deux attaquants qui compteraient. Tout le monde restait en place. C'est pas possible, en fait. Tu peux pas marquer des buts comme ça, quoi. Donc voilà. Moi, j'avoue que j'en ai un petit peu marre de Mourinho. Pour la Roma. J'espère que la Roma, je vais me projeter sur la saison prochaine, mais j'espère que la Roma, la saison prochaine, va recruter un très bon entraîneur. J'espère que Mourinho s'en ira. Et pourquoi pas Vincenzo Italiano de la Fiorentina. Pourquoi pas, je sais pas, Thiago Motta du FC Bologne. Ça pourrait être vraiment top. Donc voilà. Je vais faire un petit tour dans les commentaires. Il leur fait... Scamacca est un flop. Oui, alors, parce qu'on parlait de l'attaquant de pointe de la Nazionale. Scamacca, c'est pas forcément un flop. D'ailleurs, peut-être qu'il va revenir en Italie cet été. On en parle beaucoup au Milan, en plus de Openda et de Arnautovic. Si je devais choisir, ce serait pour moi Scamacca, enfin, je veux dire, pour le Milan, mais pour moi, ce serait en premier Openda, en deuxième Scamacca, en troisième Arnautovic. Bon, on verra qui est-ce qu'ils vont ramener. Mais Scamacca, c'est un flop peut-être en Angleterre. Il est parti un petit peu trop tôt, mais bon, il était obligé de signer un contrat comme ça, quoi. Ils ont l'expérience de ce trophée, le FC Séville, oui, c'est clair. Et puis, le milieu de terrain de Sévillan était plus technique quand même. Oui, c'est vrai, ils étaient plus techniques, mais franchement,
le FC Séville m'a pas impressionné. Bon, déjà d'une, parce que c'est le 10e de Liga et que très longtemps ils ont lutté pour la relégation. Mendilibar a remis un petit peu l'église au milieu du village en faisant des choses cohérentes avec cette équipe. Mais franchement, elle est pas géniale, cette équipe. Mais hier, on a vu une finale très engagée dans la volonté de gagner. Mais au niveau technico-tactique, c'était pas terrible quand même. Je veux dire, c'était pas un sommet de foot comme on a pu en voir en Ligue des Champions cette année, ou même je trouve le FC Séville le FC Séville Manchester United, c'était des erreurs de United, donc c'était même pas très agréable à voir. Bref, c'est vrai qu'en Europa League, on n'a pas vu de très grands matchs cette année, mais en Ligue des Champions, on en a vu des très grands matchs. Je sais pas, le Inter-Barça, par exemple, en poule, c'était fantastique. C'était un super match. Donc voilà, ça, c'était pas du tout au niveau, quoi. Donc voilà. Mais bon, ils avaient de la motivation. Écoutez, on verra bien la saison prochaine. A priori, la Roma, si elle bat la Spezia ce week-end, sera qualifiée en Europa League. Le FC Séville sera en Ligue des Champions. Je ne sais pas ce que ça va donner parce que cette équipe en Ligue des Champions, ça va pas aller bien loin. Maintenant, est-ce qu'ils pourront se renforcer? Ça, on verra bien. Petite question, il faut se dire que beaucoup de personnes dans le staff étaient là pour les autres finales, ça fait beaucoup de diff. Oui, tout à fait, non, mais c'est clair, bien sûr. Hein. Et puis alors, on parle des cartons jaunes des joueurs sur le terrain de la Roma. Le nombre de cartons jaunes qu'il y a eu sur le banc pour la Roma, c'est incroyable. donc voilà, bref. Enfin voilà, écoutez, une finale d'Europa League, la première des 3 pour les clubs italiens, ils l'ont perdu. Donc voilà, espérons que pour la Fiorentina et pour l'Inter, ça se joue différemment. En tous les cas, c'est ce que moi j'aimerais, parce que vous savez que je supporte le foot italien de façon vraiment particulière. Maintenant, voilà, West Ham, ça va être très compliqué, et Manchester City, ça va être très compliqué. Là, maintenant, on a 2 duels italo-anglo-anglais, comme en finale de l'Euro, hein, si on regarde bien, tout est logique. Donc voilà, et je pensais que s'il y avait une finale qui était pas quasi sûre, mais qui était la plus simple à gagner, c'était celle contre le FC Séville. Voilà, les 2 autres vont être très compliqués à gagner, donc on verra bien. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Milieu de semaine prochaine, la finale de Conference League, et samedi prochain, la Champions League. Donc voilà, on a un super programme qui nous attend la semaine prochaine. On va pouvoir faire des émissions de dingo, ça va être fantastique. Donc voilà. On va passer à Benz en Arabie, j'ai appelé ça comme ça, parce que effectivement Benzema, ça s'accélère pour l'Arabie Saoudite. Alors a priori, il vient de démentir, mais vous savez, les démentis à la Benzema, c'est-à-dire ça veut tout dire, ça veut rien dire. Il a une communication qui est pour le moins ésotérique, Benzema. On se demande exactement ce qu'il veut dire à chaque fois qu'il poste quelque chose. Donc là, il dit en gros que les médias ne reflètent pas la réalité, mais il ne dément pas non plus. Donc c'est un peu, peut-être c'est sur le montant, bref, je ne sais pas. On verra, mais a priori, effectivement, je pense que il est probable que Benzema s'en aille en Arabie Saoudite, rejoindre son ami Cristiano. Alors bien sûr, pas dans la même équipe. Juste, j'explique à ceux qui comment dirais-je, qui comprennent peut-être pas la stratégie de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite veut faire de son championnat une attraction pour un petit peu faire du soft power comme le Qatar, pour ouvrir le pays. Donc le pays, carrément, hein, là c'est Ben Salman directement, qui a décidé de financer la venue de très très grandes stars sur la fin de leur carrière. Hein. Ils ont bien conscience qu'ils ne peuvent pas faire venir, je sais pas, Erling Haaland ou Kevin De Bruyne pour l'instant, c'est pas possible. Donc, ou je sais pas, même Fernandez, Bruno Fernandez, ou je sais pas, des joueurs comme ça, ça va être complexe qui viennent en Arabie Saoudite. En revanche, des très grandes stars sur la fin, comme Messi, effectivement, comme le dit Okotonojo dans les commentaires, comme donc Ronaldo, comme Benzema, effectivement, ça c'est possible, et ils aimeraient en mettre un dans chaque équipe pour que leur championnat ait un petit peu de relief et qu'il y ait ces espèces de
de choc, Messi-Ronaldo, Messi-Benzema, Benzema-Ronaldo, bref. Donc voilà. Donc là, il propose 200 millions d'euros à Benzema par saison. Donc ça veut dire, bah voilà, il peut gagner 400 millions d'euros en 2 ans, parce que c'est un contrat de 2 ans qu'on lui propose. Et puis alors là, Messi, je crois que c'est 600 millions d'euros par saison qu'il lui propose, donc 1,2 milliard en 2 saisons. Voilà, et il est probable que Messi vienne aussi en Arabie Saoudite. Et ils ont en fait envoyé des offres, d'après ce que j'ai lu, écouté, entendu, ils ont envoyé des offres à peu près toutes les stars un peu sur la fin pour leur proposer de venir dans tel ou tel club. Voilà, chaque star est un peu sélectionné en fonction de 2-3 clubs, et puis il peut choisir le club où il va. Donc on est très très loin de la DNCG, on est très très loin du fair play financier. Hein, là on est dans ouais, bref, là je sais pas, l'économie d'État planifiée, appliquée au football. Donc c'est un concept. Ça s'est pas vu depuis les années 80, hein, je pense, avec le bloc de l'Est communiste. Mais bon. Donc voilà, donc c'est un peu ça qui se passe. On verra que c'est ahurissant le salaire, n'importe qui accepterait. Bah, ça dépend, je sais pas. Ça dépend ce que tu veux faire après. Messi et Ronaldo sont déjà milliardaires, hein, donc oui, alors c'est bien de prendre 1,2 milliard de salaire en plus, mais bon, je pense que déjà quand tu as 1 milliard d'euros, t'as pas besoin forcément d'en avoir un autre. Mais après c'est personnel, c'est voilà, je sais pas, faut voir. Tu veux bien terminer ton histoire ou tu veux la terminer comme ça? C'est toi qui vois. Voilà. Tu peux aussi aller en Argentine, jouer tes 2-3 dernières saisons, tranquillou. Voilà. Tu peux aussi retourner au Barça. Pour Benzema, tu peux aussi retourner à Lyon. Voilà, tu peux faire autrement. Après, Benzema, c'est peut-être un peu différent parce que Benzema n'a jamais eu les salaires de Ronaldo et de Messi. Donc lui, effectivement, finalement, s'il prend 2 fois 200 millions en 2 ans, bon, c'est compliqué de les refuser, quoi. Donc voilà, parce que je sais pas combien il a en banque, Benzema, mais il n'a pas toujours eu un salaire galactique au Real, on en est loin. Donc voilà. Et le Real n'est pas un club qui paye énormément ses joueurs. Il y a 1 ou 2 ou 3 joueurs maximum qui sont très très bien payés. Mais après, tout le reste, ça tourne autour c'est des salaires un peu lambda, quoi, de clubs à peu près normaux, 6 millions, 4 millions, 5 millions, des trucs comme ça, quoi, par saison. C'est pas Manchester City avec tous leurs salaires au-dessus de 10, voire jusqu'au-dessus de 20. Donc voilà. Bref. Voilà, en tous les cas, c'est peut-être pas la fin de l'histoire. Benzema probablement va signer en Arabie Saoudite. Messi peut-être va le suivre. En tous les cas, y aller aussi. En tous les cas, c'est quelque chose peut-être qu'hier ou avant-hier, il semblait impossible. Et puis bah, c'est possible tout d'un coup avec des centaines de millions d'euros. Tout est possible. Donc voilà, effectivement, ça pique un peu. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais aussi parler de Tudor et au revoir. Pourquoi? Parce que Tudor aujourd'hui a fait une conférence de presse avec l'OM pour dire que tout était parfait, tout était bien, il était content, il avait adoré son année, il aime tout le monde l'aime, mais il part. Parce que il est un peu, voilà, il explique que entraîner une année à l'OM, c'est comme entraîner 3 ans ailleurs, dans l'intensité, et puis que voilà, pour des raisons personnelles et privées, alors bon, oui, bon, pour des raisons personnelles et privées, il préférait s'en aller. Donc voilà, en disant qu'il aimait Longoria, il aimait tout le monde au club, etc. Alors bon, Longoria et Tudor sont 2 amoureux de la Juve, parce que donc les deux ont travaillé pour la Juve pendant très longtemps. Alors Tudor a joué pendant très longtemps, puis ensuite a été dans le staff de Pirlo, lorsqu'il était entraîneur de la Juve, et Longoria lui a travaillé un petit peu comme une espèce de scout à la Juve. Donc effectivement, lui aussi, il a une très grosse attache à la Juve, et ils sont tous les deux passionnés par la Juve. Longoria, je pense que même au fond de lui, son ambition ultime, c'est aussi la Juve. Mais comme président, et donc c'est très compliqué,
Donc pour l'instant, voilà, il entretient des bons rapports avec la Juve, il va jamais trop se fâcher avec la Juve. Là, en l'occurrence, la Juve comment est intéressé par Igor Tudor pour remplacer Max Allegri, même si Max Allegri a priori va rester, parce qu'il lui reste encore un an de contrat, il a un très gros salaire. Donc je ne sais pas exactement quelles sont les décisions qui vont être prises par le board de la Juve, mais il va y avoir des mouvemts, je pense, quand même. J'espère qu'ils ont compris qu'avec Allegri, ils vont aller nulle part, en fait. Donc ce serait quand même bien que un autre entraîneur, et on recite toujours les mêmes, mais Italiano, Motta, Igor Tudor, soit des entraîneurs qui puissent être sélectionnés quoi, par ce club, pour pouvoir avoir un fond de jeu différent. Et là, ce qui se profile à l'horizon, finalement, là, je suis en train de réfléchir un petit peu en live, mais ce qui profile à l'horizon, c'est que, a priori, Luis Enrique, hier, était à Doha pour finaliser un peu son contrat, le montant, les conditions, le travail avec Campos, etc., etc. Donc, a priori, le Paris Saint-Germain va recruter Luis Enrique, surtout que Mourinho a échoué un peu là en finale d'Europa League, donc c'est moins reluisant tout de suite de recruter Mourinho. Et je pense que la Juve est en train de se demander au sujet de Mourinho si ce serait pas le bon move à faire. donc voilà, vu ses résultats, avec une équipe qui a comment dirais-je, un effectif bien inférieur à celui de la Roma, à celui de la Juve, il a réussi à avoir des résultats, à gagner des choses. Donc je pense qu'après 2 saisons blanches, la Juve a vraiment besoin de gagner. Et il est possible qu'il se pose la question avec Mourinho aussi. Et ça, là, ce serait catastrophique. Là, ce serait un retour en arrière. Alors déjà, Allegri, c'est quand même pas le futur. Mourinho, je pense que là, ce serait carrément le passé. Donc voilà, on verra bien un petit peu. Mais Tudor, en tous les cas, s'en va. Et qu'est-ce que ça me dit, en fait? Moi, ça m'embête un petit peu pour Marseille. Parce que ça veut dire que finalement, Marseille n'est pas un club qui sait retenir ses entraîneurs. Les entraîneurs ont du matériel acceptable lorsqu'ils y sont. On prend Sampaoli qui termine 2e la saison dernière. Igor Tudor cette année qui termine 3e, assez aisément. Ils auraient pu terminer 2e, mais bon, ça s'est un peu mal passé sur la fin de saison. Enfin, mal passé. Pas si bien que ça, plus exactement. C'est vraiment bizarre. Et en même temps, finalement, ça s'explique. Parce que il n'y a pas de projet à l'OM. En fait, finalement, il n'y a aucun projet à l'OM. Tu sais pas ce que c'est le projet de l'OM. McCourt, est-ce qu'il sait ce qu'il veut faire avec l'OM? On ne sait pas. Il veut ni faire du trading, ni en même temps dépenser de l'argent, ni vraiment se dire « Ah, je vais faire une plus-value sur le club ». Tu sais pas, en fait, il y a rien, il y a aucun fil directeur dans le plan de l'OM. Tu prends les Glazers à Manchester United, bon, même si je peux pas comparer Manchester United et l'OM, mais les Glazers à Manchester United, toutes les décisions qui sont prises sont faites pour faire de l'oseille. On le sait. C'est comme ça, c'est ça le but. Le but, il est là. Et ça marche. Il gagne de l'argent. McCourt, il fait que perdre de l'argent avec l'OM, mais en même temps, il investit pas suffisamment pour réussir à gagner. Donc, il gagne même pas. Il gagne pas d'argent, il prend quasi aucune décision stratégique, il a laissé son club à des amateurs complets avec les zigotos là qu'ils ont eu avant comme président et comme entraîneur d'ailleurs, hein, parce que Rudy Garcia, voilà quoi. Mais ce qui fait que là en fait, en gros, Sampaoli, il arrive, il est hypé, il y a une super ambiance, son effectif est à peu près potable, il arrive à faire un truc vraiment pas mal, et puis il arrive à la fin de saison, il dit ok, bah on va en Ligue des Champions, donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? Ah bah rien en fait, j'ai 33 € pour recruter, on fait que dalle, on garde, voilà, de toute façon tous les joueurs que t'as là, bah ils sont prêtés, donc bah ils vont tous dégager, et puis bah on va recruter des joueurs, on verra bien, hein, parce que j'ai des réseaux, en revanche, heureusement que comment il s'appelle, le président a des idées et n'est pas un président finalement, mais plus un directeur sportif. Et donc, vraiment, il a un réseau de malades, etc., etc. Donc, c'est génial. À chaque fois, il te sort des trucs un peu surprenants, mais qui fonctionnent. Il a une super idée. Il est très clairvoyant dans le football, donc c'est fantastique. Mais en gros,
Tudor comme Sampaoli, j'ai l'impression, se sont aperçus que c'est un espèce de projet qui redémarre en permanence, parce que là encore, il y a la moitié des joueurs qui vont repartir dans leur club. Ils ont dépensé 30 millions d'euros sur un numéro 9 dont tu ne sais absolument pas ce qu'il va donner. D'ailleurs, c'est très bizarre qu'ils aient dépensé autant dans un numéro 9 qui est, a priori, enfin, je sais pas, ça n'a pas l'air d'être le vainqueur du concours Lépine, hein, du football. Donc, je sais pas, on va voir. Mais je pense que ces gars-là, Sampaoli, Tudor, et peut-être le prochain encore, se rendent compte à chaque fois que, en fait, c'est soit ils s'acceptent de recommencer tout à zéro depuis le début, sans s'appuyer sur aucune stabilité de rien du tout, soit en fait ils s'en vont. Ils s'en vont parce qu'ils se disent, bah en fait, non mais moi je veux bien, je me suis fait briller à Marseille, j'ai terminé deuxième, il y a très très peu de chances que je réussisse à le refaire. Je préfère me barrer sur une victoire plutôt que de me taper une saison de galère avec des gars qui allaient me chercher à gauche à droite, que de toute façon je vais m'investir pour essayer de former, impliquer dans mon 1, 2, 3, je vais y arriver, dans mon système de jeu et tout. Puis de toute façon, ils vont partir en fait. Donc, je vais pas recommencer, ça va me saouler, je m'en vais. Et c'est exactement ce que s'est dit Tudor, je pense. Et Tudor avait déjà fait ça à l'Hellas Vérone. Il avait fait une super saison et je pense qu'il avait vu qu'il avait tiré la quintessence de son groupe. Il était parti de l'Hellas Vérone pour finalement signer à l'OM. Là, il part de l'OM. Et je pense qu'en fait, il se dit, je fais une super saison à l'Hellas, je fais une super saison, enfin super, je fais une bonne saison à l'Hellas, je fais une bonne saison à Marseille. Ça s'ajoute sur ma carte de visite et potentiellement ça peut me faire rentrer à la Juve ou je sais pas à la Fiorentina si jamais c'est Italiano qui est pris à la Juve, des clubs un petit peu plus ambitieux qui ont un vrai plan. Alors c'est pas des plans de ouf, hein, mais en tous les cas la Juve c'est quand même très ambitieux, même si ça met pas tout en place pour être ambitieux. La Fiorentina en tous les cas c'est ambitieux, ça a un plan. C'est pas la même dimension que la Juve, mais c'est quand même, voilà, il y a des investissements, des joueurs qui sont intéressants, etc. Donc voilà, tu peux travailler dessus. Un investisseur qui a envie d'investir et qui, lui, veut construire un nouveau stade, etc., etc. Donc au moins, tu as un plan. À l'OM, t'as pas de plan. À l'OM, t'as que dalle. T'as juste le président qui est un magicien. Alors des fois, il se trompe, hein, bon, mais c'est rare quand même. Mais sinon, le reste, il n'y a aucun plan. Même McCourt, je crois que tu lui poses la question. Aujourd'hui, là, tout de suite, McCourt, il est là, il décoche son téléphone, je le mets en FaceTime en duplex, là. Je dis bonjour, monsieur McCourt, comment allez-vous? C'est quoi votre objectif avec l'OM? Je te promets, il ne sait pas me répondre. C'est sûr et certain. Il sait même pas ce que c'est qu'il a acheté. Je suis persuadé qu'il se dit ah ok bon bah c'est un truc je comprends pas. Enfin il comprend que dalle à ce qu'il a fait. Tout ce qu'il voit c'est que ça lui coûte de l'argent chaque année et qu'en plus on lui dit de toute façon personne ne rachètera parce que c'est une danseuse qui te coûte de l'argent. Donc lui en fait il est un petit peu bloqué au milieu là. Il se dit faut pas trop que je le coule le club parce que il faut que je le revende un de ces quatre quand même et que j'arrive à récupérer mes billes. Mais en même temps, je vais pas dépenser plus d'argent parce que de toute façon, ça me rapporte rien. Donc voilà, le stade est pas à moi, l'équipe, de toute façon, il y a aucun des joueurs importants qui m'appartient. Donc il a même pas d'actif en fait dans ce joueur, dans cette équipe, ouais. Effectivement, l'effectif de l'OM, on va dire, vaut pas grand chose, voire si ce n'est rien en fait. Donc voilà, donc c'est un peu dommage tout ça, et j'espère que l'OM va se transformer, va se trouver un vrai projet, avec de la vision à long terme, et je pense qu'à ce moment-là, ils pourront garder un entraîneur 2-3 saisons, comme c'est nécessaire pour avoir des résultats qui sont stables et qui sont pérennes en fait. Donc voilà. Voilà un petit peu mon avis sur Tudor, sur Benzema en Arabie Saoudite. Bon, bah c'est dommage que ça se termine comme ça, mais bon, c'est comme ça. L'argent, c'est l'argent. Et puis bah, le FC Séville, puissance 7, donc sa 7e Europa League. Et c'est dommage parce que l'AS Roma aurait bien pu la gagner. Ils avaient largement la place de la gagner parce que c'est pas un FC Séville génial. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis on se retrouve de toute façon lundi pour débriefer la dernière journée du championnat d'Italie, par exemple, la dernière journée du championnat de France.
Et puis la dernière journée du championnat d'Espagne avant de se projeter vers les 2 finales de Coupe d'Europe qui arrivent la semaine prochaine, mercredi la Conference League et samedi la Champions League. Voilà, merci à tous d'avoir été là dans les commentaires, hein. Merci beaucoup, bisous à tous, et puis merci à tous ceux qui vont écouter ou revoir cette vidéo en différé. Voilà, je vous souhaite tous une excellente soirée, et n'oubliez pas, ciao les gars, ciao ciao.